Monsieur de la Tocquenée. Merci beaucoup. Monsieur le Président, mes collègues, Monsieur le Vice-président Huvard, je voudrais juste réagir un tout petit peu, étant probablement un des rares, sans méchanceté, mais un des rares industriels de l'Assemblée ayant cédé mes dernières entreprises il y a 2 ans, ayant consacré près de 30 ans à l'industrie. Ce ne sont pas les industriels qui ont cherché la mondialisation. Il faut oser dire qu'ils ont été obligés d'agir dans un référentiel qui leur était imposé par les politiques. Et si les politiques des majorités de droite comme de gauche avaient été capables de réguler un minimum la circulation des hommes, des biens et surtout des capitaux, nous n'aurions pas été obligés d'aller à l'autre bout du monde. Personnellement, comme j'ai fabriqué des produits de haute technologie, je vendais en Asie. Je fabriquais 15% seulement de ma plasturgie. C'est très intéressant parce que je n'ai pas trouvé de fabricant en France avec les qualités nécessaires pour fabriquer en France. Mais sinon, je vendais en Asie. Mais il faut bien reconnaître que c'est les politiques qui nous ont obligés à aller dans le monde entier et éventuellement, pour certains, à sous-traiter effectivement à l'autre bout du monde. C'est à cause des politiques, mais jamais des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont évolué dans un référentiel que les politiques leur ont imposé. Alors maintenant, on découvre les bienfaits de la réindustrialisation. Personnellement, j'ai le droit de m'exprimer. Personnellement, moi, j'ai fait un colloque sur les délocalisations il y a 16 ans. Et nous expliquions déjà comment il pouvait y avoir des remèdes industriels, économiques, fiscaux pour relocaliser. Donc effectivement, c'est notre honneur, et je voudrais quand même le dire, parce que j'en ai été à l'origine en particulier au sein du Front National et après du Rassemblement National, d'être les premiers à expliquer les nécessités de la réindustrialisation et de la relocalisation. Alors tant mieux si aujourd'hui, effectivement, cette délibération qui s'appelle relocaliser, territorialiser, diversifier, pour ancrer les emplois et réduire l'empreinte écologique de l'industrie, est aussi aujourd'hui à l'ordre du jour. Mais je trouve qu'on se réveille un peu tard et qu'effectivement, on ne fabrique presque plus rien de stratégique en France. Alors je voudrais quand même rappeler, en tant qu'industriel, les vertus de l'industrie. Et j'inclus d'ailleurs l'agroalimentaire, parce que par ce biais-là, nous associons l'agriculture en quelque sorte à l'industrie. Les vertus de l'industrie, y compris l'agroalimentaire, sont uniques. C'est elle qui confère un effet d'entraînement supérieur à tous les autres secteurs pour l'économie. C'est elle qui apporte l'indépendance. C'est elle qui apporte des marges. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France est complètement en retrait par rapport à l'Allemagne, puisque notre industrie a été divisée par 2. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, la région Centre-Val de Loire, qui est un peu plus industrialisée que la moyenne des régions, a une balance commerciale qui proportionnellement est meilleure à celle de la France. Mais elle s'est quand même affaissée. Et enfin, bien sûr, l'industrie apporte la résilience aux crises financières, à condition d'être suffisamment capitalisée. Et là, je vous rejoins, Monsieur Huvard. Merci de signaler que les entreprises françaises, particulièrement les PMI et les entreprises à taille intermédiaire, sont 4 fois moins capitalisées que les équivalentes en Allemagne, en Angleterre et parfois en Italie. Alors, sur le contexte général de cette opération que vous défendez aujourd'hui, vous parlez d'accélérateur de PME. J'aurais aimé, peut-être c'est anticipé, avoir quelques exemples de relocalisation, d'opérations qui sont aujourd'hui sous-traitées hors d'Europe. Mais sans doute c'est pour l'avenir. Vous parlez surtout, et c'est extrêmement intéressant, on rejoint d'ailleurs là un propos de M. Forissier, la mobilisation des fonds d'investissement est déterminant. Moi j'ai analysé les choses. Et je viens d'une autre région et je connais, étant moi-même responsable de la formation de tous les élus de notre mouvement, je sais ce qui se passe dans les autres régions. Et je le dis avec toute gentillesse. Par rapport aux fonds d'investissement régionaux, vous êtes présent dans 9 fonds d'investissement. Mais vous avez une part très faible. Il n'y a qu'un fonds d'investissement sur 9 où vous êtes leader. On m'a donné très gentiment, et je l'avoue, je vous remercie de donner ces informations qui sont par voie données au compte-gouttes. On me les a données très gentiment, et j'ai calculé que les participations de la région aux 9 fonds d'investissement se montaient de 13 à 14 millions. Or, un fonds investi sur 5 ans minimum, voire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, la région investit en fonds propres de son propre argent moins de 5 millions. Or, je suis désolé, Monsieur le Président, mais dans les autres régions, à commencer par la PACA, c'est 30 millions de l'argent de la région, avec l'effet multiplicateur. Parce que quand la région investit 30 millions, même dans des fonds, y compris où elle est minoritaire,
il y a un premier effet multiplicateur, et le deuxième effet multiplicateur, c'est quand les banques commerciales, la CDC et éventuellement l'Europe surabondent dans le tour de table. Donc, je le dis clairement, avec moins de 5 millions investis par an via les fonds d'investissement de l'argent de la région, c'est epsilon. Vous devez, si je puis me permettre, et là je redeviens beaucoup plus constructif et moins polémique, je crois que vous avez là un levier extraordinaire. Il faut vite atteindre les 10 millions et l'objectif serait d'avoir 20 millions de l'argent de la région, je précise, investi chaque année. Mais pas seulement, je ne compte pas les participations. Les participations dans un fonds, après un fonds, il met 5 ans à prendre des participations. Donc là, il y a un effort immense. Or, je répète, à part l'amorçage, on a tous, moi j'ai créé des entreprises, vous avez besoin d'un amorçage. Les subventions, c'est valable pour l'amorçage, la création, l'amorçage, surtout quand il y a beaucoup d'innovation et qu'on a du mal à atteindre un chiffre d'affaires. Après, la seule chose qui compte pour le développement, pour la transmission, ce sont des capitaux propres. C'est le capital investissement. C'est là le nerf de la guerre de la réindustrialisation via les PMI et via les ETI. Je vous explique, je vous montre quel est l'endroit où il faut mettre votre action pour réindustrialiser le centre Val-de-Loire, et je sais que comme vous êtes un président pragmatique, vous irez certainement dans ce sens. Alors pour être plus précis maintenant sur les projets, j'ai analysé l'industrie de centre Val-de-Loire. Sur les clusters, je pense, c'est une proposition. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Non, c'est juste que je contrôle votre temps de parole, collègue. Très bien. Je prendrai d'ailleurs un peu plus de temps, puisque je prendrai le temps du groupe. Je ne déborderai pas beaucoup, mais je ne peux pas m'exprimer en 3 minutes, pardonnez-moi. J'ai un certain nombre de choses à dire qui nécessitent un peu plus de temps. Alors sur les clusters, vous avez une dizaine de clusters. Je pense, par rapport justement à ce que je viens de dire, il me paraît intéressant de créer un 11e cluster sur la plasturgie et le caoutchouc. Je précise pour des entreprises à maturité, puisqu'un cluster, c'est des entreprises à maturité. Il y a la possibilité, à mon avis, compte tenu d'un certain nombre d'acteurs du territoire, que sont Michelin, que sont Hutchinson, et puis d'autres entreprises plus petites, il y a vraiment la possibilité de créer un cluster pour sauvegarder et pour ressusciter la plasturgie qui, encore une fois, est en train de fermer à la fois dans la production des moules et dans la production de l'injection partout en France. On sait que en Rhône-Alpes, par exemple, le plateau de Lamure qui était spécialisé dans ce domaine, c'est en train de fermer. Dans les Pays de Loire, il y a la possibilité de créer un cluster. Sur les pôles de compétitivité, c'est intéressant. Nous avions proposé la création d'un pôle de compétitivité sur les matériaux composites. Et voilà que la profession, de manière très intéressante, a créé le pôle Polyméris. Et donc, très bien, le pôle Polyméris inclut les matériaux composites. Je me permets de vous rappeler que les matériaux composites, c'est l'avenir. À la fois, évidemment, dans l'aéronautique, mais également maintenant dans l'automobile. Et on voit maintenant que les matériaux composites sont en train d'essaimer dans plein de domaines, la fabrication additive, les produits biosourcés et bien sûr la construction et l'habitat. Je pense que par le biais du pôle de compétitivité Polyméris, il y a la possibilité de favoriser l'émergence au sein de Centre Val-de-Loire d'un fort pôle sur les matériaux composites. Enfin, et là, je pense que c'est une idée peut-être qui est assez originale, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau européen, dans le cadre du plan de relance de 750 milliards, les professionnels de l'électronique européens ont proposé que 145 milliards soient consacrés enfin à l'installation de nouvelles usines de semi-conducteurs, et je réponds là aux inquiétudes de M. Uvart. 145 milliards, ils réclament 145 milliards, les industriels européens, pour recréer des unités de fabrication de masse de semi-conducteurs. Je pense, or, 145 milliards, la France pèse plus de 20% du PIB européen. Donc nous avons le devoir et la possibilité de demander presque 30 milliards, puisque c'est 20% de 145 milliards pour cette filière. Une usine de semi-conducteurs, c'est minimum 7 à 8 milliards. Je pense qu'avec ST Microélectronics à Tours, je pense qu'avec Jabil, je pense qu'avec EMK Électronique, nous avons peut-être la vocation à réclamer pour la France, qui elle-même devra le réclamer de l'Europe, d'être le siège
de l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de masse de semi-conducteurs. C'est un projet à 7 ou 8 milliards. Inutile de vous dire que ce serait évidemment un énorme projet pour la région Centre-Val de Loire. Mais là, on va dans le sens de l'histoire et je dirais que les professionnels de l'électronique, dont Syntec, ont parfaitement raison de réclamer à l'Europe 145 milliards sur le sujet. Pour terminer, puisque je pense que j'ai malgré tout été un peu long, je dirais que la région doit déplacer clairement son curseur des dépenses vers le développement économique. La réindustrialisation peut aller de pair avec une autre vision, une vision de l'aménagement du territoire, et qu'en plus, cette volonté de nos concitoyens de quitter les grands centres urbains va de pair avec la réindustrialisation, parce que c'est ce que j'explique depuis longtemps, c'est par les PMI et par les ETI que nous mènerons la réindustrialisation et que celles-ci ont vocation à se situer en dehors des métropoles. Donc démétropolisation, reconquête de la ruralité et réindustrialisation. Merci beaucoup. Merci.